C'est moi qui vous remercie. Je tiens effectivement à vous saluer tous et à remercier chaleureusement Ève Truyer pour son invitation et l'honneur qu'elle me fait, ainsi que l'ensemble des membres de votre UMR pour intervenir dans le cadre de votre séminaire mensuel. Alors le programme de cette conférence ne précise pas vraiment le propos, autrement que par un énigmatique droit construit. Alors j'aimerais d'abord, dans quelques propos liminaires, préciser le geste qui anime cette hypothèse de recherche, car il s'agit effectivement d'une hypothèse de recherche qui repose d'abord sur une idée, ou plutôt un esprit. C'est celui du réalisme radical qui nous conduit à, dans cette hypothèse, se mettre face à la réalité nue telle qu'elle est, y compris la réalité du droit. Alors il est vrai que la culture des juristes, et la mienne en particulier, préférerait demeurer dans le giron d'une pensée modèle, avec un État fort qui dicte la loi, c'est-à-dire la règle, une fois pour toutes, et cerise sur le gâteau, qu'elle soit ensuite respectée de tous dans la société. Bon, force est de constater que c'est de moins en moins vrai, que cette pensée que nous pourrions qualifier de moderne dans le sens du positivisme juridique est de moins en moins le propre de la réalité du droit. Au contraire, le droit construit est une hypothèse qui tente de ne pas dissocier le texte de ses conditions matérielles d'existence, qu'elle procède de sa construction en amont ou en aval. Et ainsi, on pourrait le dire assez rapidement en disant qu'il s'agit de concevoir le droit comme étant construit par un ensemble d'acteurs dont fait partie l'État. Je reviendrai sur cette inclusion par la suite. Alors, il ne s'agit pas pour autant d'épouser les thèses du réalisme juridique, qu'il ait été développé sous la plume des Américains ou des Nord-Européens, par exemple par Carl Llewellyn ou par Alf Ross, ni non plus de renvoyer au réalisme du langage ordinaire, qui conçoit de manière un peu binaire et radicale le réel comme ce qui est objectivement pur et sans lien avec l'homme. Au contraire, le constructivisme se centre sur l'humain, et en intégrant toutes ces dimensions, également ses perceptions et son imaginaire, et nous verrons à quel point c'est important dans le cadre de ce propos. C'est donc de ce point de vue, d'une certaine manière, un hyper-réalisme. Alors, il faut préciser les choses, et j'aimerais dans un premier temps revenir sur l'idée que la forme contemporaine du droit est bien celle d'un droit construit. Mais il me semble que pour donner de l'intérêt à ce propos, nous pourrions poursuivre dans un deuxième temps en montrant que ce n'est pas satisfaisant de nos jours, que l'on pourrait qualifier le droit contemporain d'un droit inauthentiquement construit, et précisément parce qu'il ne parvient pas à prendre en compte un nouvel imaginaire juridique, à renouveler notre imaginaire, notamment à l'aune des conséquences de l'Anthropocène, et c'est ce que j'aimerais présenter dans un second temps. Mais d'abord, le droit construit est effectivement l'hypothèse qui permet de prendre en compte la forme contemporaine du droit. L'idée de départ est celle d'une transformation de la nature du droit depuis quelques décennies seulement. C'est assez rapide. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'il s'agit d'un changement par englobement. Il ne s'agit pas de passer d'un droit d'avant à un droit d'après, comme il y aurait le monde d'avant et le monde d'après. Il s'agit plutôt d'une évolution par englobement, où l'on intègre des nouvelles réalités. Je vous propose donc d'appeler cette forme contemporaine droit construit, par opposition évidemment à droit positif et à droit naturel. J'y reviendrai. Alors pour bien préciser ce que recouvre cette hypothèse, peut-être faut-il d'abord préciser d'où est venue cette hypothèse du droit construit. Alors pour répondre à cette interrogation, il faut finalement partir du point de vue de l'enseignant,
car j'aime faire vivre ce trait d'union entre l'enseignant et la recherche. Et c'est effectivement en enseignant l'introduction au droit, et plus particulièrement le thème des fondements, qu'il m'est apparu nécessaire d'adopter un point de vue historique à l'enseignement de ces fondements, qui est souvent opéré de manière assez théorique et statique, où l'on oppose de manière binaire le justnaturalisme d'un côté, ou en tout cas l'ensemble des fondements idéalistes, et le positivisme de l'autre côté, ou en tout cas l'ensemble des fondements matérialistes. Il me semble que si on veut avoir une approche historique, il y a alors des trous dans la raquette, je puis dire. Il y a des époques dans lesquelles on peut certes, sans trop faire d'anachronisme, raccrocher à une expression idéaliste des fondements du droit, d'autres époques à une expression positiviste, mais il y a des manques dans l'histoire. Et je propose alors de penser le droit à ces époques-là comme un droit construit sur le fondement d'une épistémologie qui serait celle du constructivisme. Et cela me semble d'autant plus intéressant qu'il y a plusieurs moments dans l'histoire où alors on retrouve cette forme-là, ce troisième fondement. Alors il s'agit donc d'un fondement non idéaliste et non matérialiste, ce qui m'a conduit sur les pistes du constructivisme. Le constructivisme existe au-delà du droit. Et j'aurais même tendance à dire qu'il n'existe pas véritablement en droit que sous la plume de quelques articles et de quelques ouvrages. L'épistémologie en dehors du droit, c'est une doctrine récente qui est née au cours du XXe siècle et qui a débuté par une opposition au cartésianisme qui nie le lien entre l'objet de recherche et la subjectivité du chercheur en postulant la neutralité de ce dernier. Au contraire, pour Bachelard par exemple, il y a une médiation entre l'objet et le sujet qui prend toujours la forme d'un projet. De sorte que pour le constructivisme, ni l'objet ni le projet ne sont des données extérieures au chercheur. Au contraire, le chercheur construit un problème pour faire avancer l'état des connaissances, de sorte que l'épistémologie, c'est-à-dire la science de la connaissance du constructivisme, consiste à considérer que la connaissance se crée plus qu'elle ne se découvre. Alors on voit, si on commence à transposer au droit, toute la différence avec d'autres épistémologies, et notamment l'épistémologie du positivisme, pour laquelle, au contraire, la connaissance du droit est donnée dans le texte, et notamment à travers les sources formelles qu'il suffit alors de lire. Le droit est donc une connaissance que l'on peut accéder par l'extérieur, elle est donnée au chercheur de manière objective. Au contraire, pour le constructivisme, la matière du droit, la matérialité n'est pas une positivité, ce n'est pas un pur donné indépendant du chercheur qu'il suffirait de lire. Il s'agit au contraire d'une construction, ou plutôt des fruits d'une opération de construction. Le constructivisme se démarque alors, d'un point de vue philosophique maintenant, de tout réalisme, dans le sens où le réalisme sépare assez nettement le réel du sujet. Au cœur du constructivisme se situe donc le sujet connaissant et non le réel objectivement conçu. Et voilà qui est intéressant pour notre époque, qui est une époque à bien des égards marquée par la crise, par de multiples crises, y compris les crises en droit. Et effectivement, à bien y regarder, le réel ne fournit pas d'indicateurs de crise. Il suffit de compulser l'ensemble des études qui ont été produites à propos de la crise sanitaire du Covid. Les indicateurs de la crise sanitaire sont largement des construits qui ne se résument pas à prendre en compte les propriétés seules du virus, la réalité, autrement dit, qui est au soubassement de la crise, mais sont davantage des indicateurs de construction qui surplombent la réalité objective sanitaire et qui ont pour but, par exemple, de prendre en compte
notre possibilité de gérer la crise comme principal indicateur la prise en charge des hôpitaux. La crise n'est donc pas une notion abstraite, c'est une notion concrète et subjective, et elle manifeste plus qu'un changement de réalité, en réalité un changement de notre perception de la réalité. Autrement dit, si la question de la crise est insoluble du point de vue réaliste, elle ne l'est pas du point de vue constructiviste qui prend en compte le sujet. L'autre intérêt d'adapter le constructivisme au droit, c'est d'une certaine manière, prendre en compte toutes les critiques qui ont pu être adressées au constructivisme en dehors du droit et de les intégrer dès le début pour le constructivisme juridique. Effectivement, le constructivisme, au-delà du droit, a d'abord consisté dans une opposition un peu stérile avec le naturalisme, et alors on distingue assez binairement le construit du naturel. Ce n'est plus le cas de nos jours, on essaye au contraire de lier le constructivisme au naturalisme, ce qui est, me semble-t-il, nécessaire pour les temps présents, et donc partir en droit en prenant en compte cette critique. Enfin, c'est d'autant plus intéressant de penser à un constructivisme juridique à l'époque actuelle, car le sujet connaissant sur lequel se fonde une approche constructiviste est un sujet qui fait une expérience nouvelle de la réalité, si on veut le comparer par rapport au sujet issu de la modernité. Le sujet postmoderne, au sens purement chronologique du terme, développe un nouveau degré de conscience du réel à mesure qu'il l'expérimente par des moyens qui sont tout à fait inédits dans son histoire. Alors, cette expérience, c'est à la fois celle d'une plus grande contextualisation. Nous vivons à l'échelle de la planète en entier et à toutes les échelles en réalité, de la plus locale à la plus globale et même planétaire, de manière tout à fait physique grâce à l'avion par exemple, ou tout à fait virtuelle grâce aux moyens technologiques du numérique et ne serait-ce qu'Internet. Plus grande contextualisation inédite dans l'histoire, et en même temps nous faisons l'expérience d'une très grande introspection. Jamais nous avons été aussi capables de sonder notre psyché depuis le développement de la psychanalyse jusqu'aux toute dernière technique de développement personnel. Il en ressort alors une expérience pour le sujet d'être au monde tout à fait postmoderne, à la fois une hyperconnectivité et un hyper-individualisme auquel nos sociétés occidentales répondent par une hyper-normativité, ce qui effectivement constitue le contexte du droit contemporain. Alors cette expérience du sujet postmoderne fait ainsi du constructivisme juridique une épistémologie intéressante pour repenser le droit d'aujourd'hui. Autrement dit, pour résumer, l'origine de cette hypothèse, le constructivisme juridique est l'épistémologie, c'est-à-dire la science de la connaissance sur laquelle on peut penser le droit construit qui correspond quant à lui à la forme contemporaine du droit. Alors précisément, que signifie cette forme contemporaine du droit? Qu'est-ce que le droit construit? Le droit construit veut dire qu'il n'est plus tout à fait le même par rapport à notre cadre de pensée issu de la modernité juridique. Il n'est plus uniquement le fruit de l'État, c'est-à-dire d'une institution en charge d'édicter une règle générale, abstraite et sanctionnée. Et en même temps, l'État n'a pas du tout disparu, encore moins dans nos temps troublés, où l'on assiste au contraire à une forme de retour de l'État, même si elle peut être tout à fait discutée. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est à la fois la fabrique du droit et la science du droit ensemble, car c'est en réalité le même changement, c'est le revers de la médaille, le même changement vu sous deux angles différents. La fabrique du droit est devenue scientifique
et la science du droit est construite par ceux qui produisent le droit. Donc les deux dimensions sont identiques et l'on peut alors venir les préciser maintenant. D'abord en insistant sur le fait que la fabrique du droit est devenue scientifique et ensuite sur le fait que la science du droit est produite par l'ensemble des acteurs qui produisent le droit. D'abord, la fabrique du droit est devenue scientifique. Le droit positif, le positivisme, veut dire que le droit est posé par les sources formelles, étatiques, à l'échelle nationale, et lorsque l'on sort de cette échelle pour aller dans l'ordre international, le maître étalon demeure néanmoins l'État. La fabrique contemporaine du droit, nous le savons tous, en tant que professionnels ou enseignants-chercheurs, ne s'apparente plus à cet ordonnancement de règles obligatoires et générales produites par la seule autorité étatique. Le droit peut se concevoir davantage comme le fruit d'une construction à deux égards. Autrement dit, il faut comprendre le droit construit dans deux sens, qui encore une fois veulent dire la même chose vue sous deux angles différents. D'abord, la norme juridique est co-construite par différents acteurs au sein de la fabrique légale, mais aussi quelquefois au dehors de la fabrique légale de la règle. Tous ces acteurs, nous les connaissons. Ce sont les partenaires sociaux, bien sûr, les associations, les syndicats, mais aussi les experts, les lobbyistes, la société civile et les citoyens eux-mêmes, mais aussi les juges étrangers, etc. Ils interviennent tous, bien sûr, à des stades différents et ont des rôles différents, surtout si l'on parle au niveau des sources. Tous ne sont pas sources du droit. Mais pour résumer, le droit construit est donc l'hypothèse d'un droit co-construit par un ensemble d'acteurs. Et cette hypothèse fait le choix, qu'on pourrait estimer autre, mais fait un choix important à cet égard, qui consiste à inclure les acteurs institutionnels, y compris l'État, dans la notion d'acteur, aux côtés des acteurs que l'on conçoit de manière plus traditionnelle, comme les acteurs de proximité, les acteurs de terrain. C'est le premier sens du mot construit dans l'expression droit construit. D'un autre côté, c'est le sens du droit, et plus particulièrement de la norme, qui est également construit. Nous avons pris l'habitude d'ajouter à la loi la jurisprudence. Cela paraît bien insuffisant à présent. Il faut ajouter la production de tous ces acteurs, car effectivement, à chacune de leurs interventions, ils apportent, ils produisent des textes qui viennent préciser, commenter, interpréter, appliquer, recommander, inciter, conseiller, réaliser, concrétiser la norme juridique. Ces textes sont nombreux, nous les parcourons tous selon nos disciplines. Dans le giron de la loi, ce n'est pas que le projet de loi, c'est l'exposé des motifs, ce sont les études d'impact, et puis ce sont les réponses ministérielles, les doctrines administratives d'interprétation. Il faut prendre de plus en plus en compte des rapports, des expertises, et même des communiqués de presse, des conférences, qui à chaque fois viennent rajouter une couche de sens. Ces textes s'assemblent, ils forment un ensemble, car ils interviennent à des échelles différentes, selon évidemment des rôles différents, dans des dimensions normatives qui viennent soit préparer, soit interpréter, soit décider du sens de la règle. Sans ces acteurs, il n'y a pas tous ces textes, mais si l'on ne prend pas en compte tous ces textes, on ne peut plus comprendre le sens de la règle en se suffisant de la lecture de la loi. Autrement dit, ils font système, et ce, désormais, à une échelle qui dépasse la nation, si l'on veut prendre en compte le dialogue des juges, le droit international évidemment, et désormais le droit global. Il n'y a plus vraiment d'ordonnancement de règles, mais
interaction et interdépendance de textes. Alors, pour prendre un exemple concret, je prendrai celui qui est développé sur une dizaine de pages au tout début de l'essai sur le droit construit, que je vais évidemment résumer très brièvement ici, qui est la construction d'un article d'un code, l'article L 2253.1 du Code du travail. C'est un texte qui est là pour venir préciser l'articulation entre la convention de branche et la convention d'entreprise, et qui nous dit, voilà, il y a des thèmes de négociation pour lesquels la convention de branche va primer, et d'autres thèmes pour lesquels ce sera la convention d'entreprise. Et grosso modo, il y a trois blocs de thèmes de négociation. Premier bloc, 13 thèmes de négociation, c'est la branche qui va primer, s'il y a des stipulations contraires entre la branche et l'entreprise. Deuxième bloc, 4 thèmes de négociation, la branche primera si elle prévoit une clause de verrouillage, si elle prévoit qu'elle primera, autrement dit. Et dernier bloc résiduel, tous les autres thèmes de négociation, c'est l'entreprise qui primera. Nous le savons, le droit du travail est un droit construit, ça, puisqu'il est l'œuvre d'un droit négocié avec le ministère et les partenaires sociaux, et au cours de la concertation, voilà un processus de construction de la règle, au cours de la concertation, il apparaît dans le dialogue avec le ministère que les partenaires sociaux disent il y a des thèmes de négociation, ça n'a aucun sens de les permettre à l'entreprise, comme par exemple la mutualisation des fonds du paritarisme, c'est un terme pour la branche, l'entreprise n'a aucun intérêt et n'a pas prise dessus. Mais le texte n'est pas modifié, et on le comprendra pourquoi après, grâce à un ensemble de textes parallèles. Le texte est néanmoins adopté, et évidemment, lorsqu'il s'agit de le mettre en application, les problèmes qu'on avait pu voir et qu'on n'a pas malheureusement réglés arrivent, et c'est finalement encore un autre texte, une doctrine administrative d'interprétation, autrement dit le point de vue de l'administration, qui vient préciser alors comment comprendre la règle. Et là, la signification qui est délivrée fait complètement dériver le sens de la norme en changeant complètement ce qu'elle signifie. Il ne s'agit plus de dire ce sont des thèmes de négociation où une convention va primer sur l'autre, ça va devenir des thèmes réservés de négociation à un niveau ou à un autre. L'entreprise ne pourra plus négocier dans certains thèmes, et pas tous, et dans d'autres, ce sera la branche. Ce qui n'était pas du tout la règle de départ, qui consistait simplement à articuler, et non pas à réserver l'intervention de l'entreprise et de la branche. Et alors on aurait pu penser qu'au moment de ratifier l'ordonnance, puisque le texte était issu d'un projet d'ordonnance et pas d'une loi, on modifie au final dans la loi, et aucune modification n'est faite. Le texte original, sans la doctrine administrative d'interprétation, est adopté. Et on le comprend pourquoi, grâce à une littérature parallèle, celle de la loi, l'étude d'impact, le projet de loi, les différentes expertises qui montrent qu'il y a des valeurs qui surdéterminent ce choix, qui consistent à mettre sur le devant de la scène le niveau de l'entreprise, et aussi des contraintes purement juridiques qui sont les principes constitutionnels de lisibilité et de clarté de la loi, qui ont fait en sorte qu'on a considéré qu'il ne fallait finalement pas modifier le texte. Donc la seule lecture de cet article L 2253 du Code du travail ne permet pas de comprendre la norme sans ajouter l'ensemble de ces textes parallèles qui viennent en construire la signification. C'est donc à la fois le concours de l'ensemble de ces acteurs et leur concours à la détermination du sens de la norme qui permettent de comprendre en quoi cet article est construit plutôt que posé par le législateur. Autrement dit, il n'y a plus de monopole institutionnel, mais une fabrique scientifique de la norme, puisque la norme consiste à connaître son sens, ce qui est le propre d'une épistémologie, connaître la connaissance du droit. Donc la production du droit est devenue scientifique dans le sens où il s'agit d'en acquérir une
connaissance. Et cette construction de la fabrique, donc la fabrique du droit, est intéressante de nos jours, où tous les acteurs veulent prendre leur part, jusqu'au citoyen lui-même, qui en formule un vœu politique, et on le sait notamment depuis les Gilets jaunes, qui veulent accéder au référendum de manière beaucoup plus facile. Ils veulent prendre leur part à la fabrique contemporaine du droit. Alors, à l'inverse, je le disais, c'est l'envers de la médaille. La science juridique, de son côté, est désormais construite par ceux qui produisent le droit. C'est une science d'acteurs, d'experts et plus uniquement de professeurs de doctrine. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une science constructiviste ? Eh bien évidemment, c'est une science qui ne va pas s'intéresser seulement aux résultats de la construction. Dire que le droit est construit, c'est ne pas dire grand-chose. Une science constructiviste, c'est une science qui va s'intéresser au processus de construction. Les processus de construction, si on essaie de les généraliser, nous orientent vers 4 approches scientifiques qui, couplées entre elles, permettent de dresser le portrait robot de cette science constructiviste du droit. Autrement dit, la fabrique contemporaine du droit est le fruit de 4 grands processus de construction. Le premier, c'est celui du pluralisme. La fabrique contemporaine du droit, le fruit d'un pluralisme des ordres juridiques. Il n'y a plus uniquement l'ordre étatique. Pluralisme des normes. Les normes juridiques sont de plus en plus croisées, hybridées, mises en concurrence avec des normes techniques, gestionnaires, communicationnelles et même littéraires. Pluralisme des sources, nous le savons tous, et le pluralisme des juridictions. Deuxième processus, celui des interactions entre les acteurs, puisque ce droit est un droit d'acteurs, il faut alors étudier les interactions qui sont les leurs, et nous conduit alors à une approche sociologique ou d'interactionnisme. Troisième processus, celui de l'indépendance des échelles, puisque cette construction tient place à la fois à l'échelle très locale jusqu'à l'échelle internationale, voire globale, voire même à notre époque planétaire, pour prendre en compte la planète elle-même, ce qui nécessite une approche systémique, une approche systémique. Et enfin, quatrième processus, nous l'avons vu avec l'exemple du Code du travail, le contexte politique et plus largement le contexte social, les contraintes proprement du droit, donc le contexte juridique au sens strict, et plus largement le contexte axiologique, surdéterminent le processus de construction et nécessitent alors une approche pragmatique pour prendre en compte la surdétermination des contextes lors de la fabrique du droit. Autrement dit, une science constructiviste, c'est une science qui couple 4 approches, l'approche pluraliste, sociologique, systémique et pragmatique. Alors, c'est d'autant plus nécessaire de nos jours où nous sommes en face d'un grand défi, qui est celui de prendre en compte en droit les conséquences de l'Anthropocène, conséquences qui se jouent à l'ensemble de ces échelles et qui concernent l'ensemble des acteurs. Et j'aimerais alors poursuivre mon propos en essayant de montrer que l'épistémologie du constructivisme est une bonne épistémologie pour se mettre au défi des conséquences de l'Anthropocène, précisément parce qu'elle intègre à la fabrique du droit nos perceptions et notre imaginaire, et c'est à cette échelle-là, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'homme, et c'est à cette échelle-là, me semble-t-il, que nous pouvons réussir à relever ce défi des conséquences de l'Anthropocène. Je poursuis donc, mais je suis un peu long, avec le droit construit ou imaginaire contemporain à l'épreuve. Effectivement, l'épistémologie du constructivisme juridique peut être apte à dégager un imaginaire commun à la fois au droit, à l'économie et à l'écologie, qui partagent, entre autres,
ce même défi d'être au rendez-vous des conséquences de l'Anthropocène. La société est devenue planétaire et de ce fait, elle nécessite un droit à cette échelle. Or, ils peuvent converger vers un même horizon. C'est ce que j'aimerais donc démontrer en 3 temps, en commençant par le droit et ensuite l'économie, puis enfin l'écologie. En ce qui concerne le droit, tout d'abord, l'on pourrait se questionner sur le renouvellement de l'imaginaire juridique dans un sens constructiviste. Nous venons de présenter cette épistémologie en montrant toutes ses vertus, toutes ses promesses, et que constatons-nous alors? Un droit construit assez peu pertinent, hautement critiquable. Dans l'essai, je propose de le qualifier de droit inauthentiquement construit. Je vais prendre un exemple, une anecdote assez anecdotique mais très symptomatique. Vous le savez, le gouvernement français présentera en décembre un projet de loi sur l'aide active à mourir. Des mots mêmes du président de la République, il s'agit d'un projet co-construit avec les professionnels de la santé. Si vous interrogez les professionnels de la santé, ils vous diront qu'ils n'ont même pas été informés du projet. Ils vont le découvrir comme nous. La co-construction du droit est quelquefois un argument marketing de publicité des offres gouvernementales, ce qui atteste à la fois de l'intérêt de recourir à cette grille de lecture et en même temps à son dévoiement. Par bien des égards, la construction du droit peut masquer un processus qui demeure encore vertical et conduire la co-construction en une forme de posture politique. Alors on peut le comprendre en rappelant que les valeurs, nous l'avons vu, surdéterminent le processus de construction de la norme et qu'ici, ce qui se joue, c'est une surdétermination des valeurs politiques, du moins telles qu'elles sont portées par le gouvernement. Je fais référence à la surdétermination au sens où Gérard Timsit a développé ce concept. Alors, nous le savons, le positivisme résout la question des valeurs en déléguant en fait le problème aux sciences auxiliaires du droit. Voilà. Les valeurs, c'est en amont de la fabrique de la norme, édictée par l'État, c'est en aval, et donc c'est à la politologie, c'est à la sociologie, à l'anthropologie, etc., de s'occuper de la question. Le constructivisme ne peut pas s'en sortir de la même manière. Le rôle des valeurs joue dans les processus de construction. Alors comment faire? Eh bien, là encore, c'est en recourant au pluralisme. C'est en accueillant un pluralisme des valeurs qu'il est possible alors d'avoir une construction du droit plus égalitaire. Or, la condition pour cela, c'est qu'en amont de ce pluralisme des valeurs, on accueille un pluralisme des acteurs du droit. Que tous les acteurs puissent concourir de manière égalitaire à sa fabrique, des plus institutionnels aux plus groupusculaires. Pour cela, il faut se mettre à la mesure de la personne que constituent ces acteurs et, autrement dit, ne pas faire dériver le constructivisme vers une nouvelle orientation juste naturaliste ou idéaliste, c'est-à-dire un autre fondement du droit qui, au contraire, postule en amont les valeurs d'une manière idéale. Elles sont là avant le débat, elles doivent guider, hein, c'est toutes les valeurs avec des majuscules. Au contraire, pour le constructiviste, les valeurs, chaque acteur vient avec les siennes, et c'est leur mise en commun, le dialogue sur les valeurs, qui permet, au moment de la construction, de mettre à plat les choses et d'orienter la construction de manière non pas biaisée. Autrement dit, à l'échelle de l'individu, je le rappelle, le sujet fait l'expérience nouvelle d'être interconnecté et interdépendant à toutes les échelles, des plus locales aux plus globales, voire planétaires. Et c'est en ce sens
me semble-t-il que l'imaginaire juridique doit être renouvelé, sinon nous ne parviendrons pas à être au défi de la prise en compte des conséquences de l'Anthropocène. L'imaginaire juridique doit donc se recentrer sur l'individu en tant qu'acteur du droit, en descendant jusqu'à l'échelle de la personne et en remontant jusqu'à l'échelle de la planète, ce qui constitue tout un défi, effectivement, pour recentrer l'imaginaire juridique sur le vivant planétaire. Alors, ce recentrage, c'est aussi celui auquel finalement se destine l'économie, vers une économie vivante, ce par quoi j'aimerais continuer le propos. Alors, par bien des égards, cela pourrait paraître étonnant, mais le paradigme moderne de l'économie, c'est aussi un paradigme étatique. Alors, évidemment, son histoire est celle du néolibéralisme, bien sûr. Son histoire récente est celle de la dérégulation. Mais finalement, l'économie prend place à travers le marché qui demeure national. Autrement dit, c'est par les frontières nationales que le paradigme moderne de l'économie est aussi étatique d'une certaine manière. Or, depuis, la marche de l'économie est beaucoup plus complexe. Les flux sont mondiaux, les marchés, certes à l'échelle nationale, sont interconnectés et interdépendants entre eux à l'échelle mondiale, globale et planétaire, et on assiste aussi à une forme de retour de l'État dans l'économie. Je citerai ne serait-ce que cette conférence récente du professeur Benoît Friedman qui a démontré que dans certains marchés, par exemple le marché du carbone européen, il s'agit carrément d'un marché administré par les États. Donc d'une certaine manière, les acteurs sont multiples et l'économie actuelle est largement co-construite par l'ensemble de ces acteurs. Or, les économistes travaillent au renouveau de leur imaginaire, dans le sens d'une économie recentrée sur le social et le vivant, et ce, en prenant en compte l'échelle planétaire. Alors cela passe par une économie de la décroissance, ou plus précisément, une économie de la post-croissance, afin de réintégrer l'idée de mesure, puisque la croissance dans le paradigme classique en économie est une croissance illimitée. Alors, je préviens tout de suite, la décroissance n'est pas du tout en économie et dans les sciences qui s'y intéressent, cette image vulgarisée qu'on peut en avoir dans les médias. La décroissance n'est pas du tout une nécessité nouvelle qui serait là pour résoudre, pour apporter la solution pour résumer, conséquences de l'Anthropocène. En réalité, la décroissance, elle vient apporter une autre réponse aux questions les plus classiques de l'économie, celles qui sont toujours les mêmes, celles des inégalités entre les peuples et d'une meilleure redistribution des richesses. Car effectivement, le risque de continuer avec le paradigme économique classique, c'est d'entamer un nouveau chapitre de l'inégalité entre les peuples, un nouveau chapitre du colonialisme, en allant piller les ressources nécessaires à un développement technologique pour apporter des réponses en termes de transition écologique notamment. La décroissance, ce n'est pas simplement décroître, ça n'a rien à voir. C'est repenser le vivant et l'homme au cœur de l'économie à travers un projet, en réalité, un projet politique et économique, qui consisterait à assurer un équilibre dynamique de l'activité humaine avec les rythmes de la nature et plus généralement du vivant. Et il ne fait donc pas simplement que décroître, mais plutôt entamer une post-croissance. Alors je ne vais pas pouvoir développer notamment les auteurs, car le temps court, mais je vais passer maintenant à l'écologie, car il y a des similitudes flagrantes avec l'écologie dans son désir actuel de renouveler également son imaginaire.
Effectivement, les similitudes sont flagrantes. Naguère encore idéologue et idéaliste, l'écologie désormais est devenue l'alpha et l'oméga de toute pensée réaliste. On ne peut plus être dans le déni et croire à la séparation des mondes, celui des hommes d'un côté et celui de la nature de l'autre. Mais comment repenser la place naturelle de l'homme dans une histoire récente qui précisément a consisté à l'en faire sortir? Sortir, c'est toute la pensée moderne, l'homme de la loi de la jungle. Et comment le faire à une époque où en même temps, l'homme doit prendre ses responsabilités et assumer les conséquences de l'anthropocène. Je rappelle que le mot anthropocène pointe directement du doigt la cause de l'homme dans les changements puissants qui sont actuellement à l'œuvre au niveau de la planète. Autrement dit, deux questions se posent à nous, en tout cas à l'écologie. Comment se penser à la fois un parmi le vivant et en même temps en surplomb du vivant pour être à la hauteur de notre prise de responsabilité nécessaire? Et à l'inverse, comment opérer ce recentrage sans le faire au détriment de certains êtres humains, sans le faire, autrement dit, au détriment de la question sociale? Alors sur la première question, celle de la place de l'homme dans le vivant, eh bien la philosophie s'invite en écologie dernièrement, et je renverrai alors, sans pouvoir les développer, aux travaux de Baptiste Morisot à la suite de Philippe Descola et de Bruno Latour. Baptiste Morisot insiste sur la nécessité d'avoir une représentation constructiviste de l'écologie, c'est-à-dire une représentation non anthropomorphique, qui arrête de penser l'homme en surplomb de la nature et qui conduirait alors à faire en sorte que l'homme soit le sauveur, protège et vienne restaurer la nature. C'est là encore prolonger le mythe moderne de l'homme maître et possesseur de la nature, selon la célèbre formule de Descartes. Or, il faut simplement, nous dit Baptiste Morisot, pour reprendre un des intitulés de ses ouvrages, raviver les braises du vivant, c'est-à-dire s'assurer que les processus de la nature continuent d'agir, et ces processus, parce qu'ils sont des processus de construction, sauront renouveler le vivant. Autrement dit, c'est une épistémologie de la non-intervention, du non-faire, qu'il faut préconiser, ce qui nécessite un renouvellement de notre imaginaire, car nous voyons à quel point actuellement nous empruntons le chemin inverse, celui au contraire d'une maîtrise de plus en plus technologique des conséquences anthropocéniques. Sur la seconde question, celle qui consisterait à recentrer l'écologie sur l'humain au détriment de la question sociale, l'écologie ici doit surmonter un paradoxe. D'un côté, une pensée radicale est nécessaire pour combattre le déni, le climato-scepticisme et le cynisme de certains acteurs, notamment certaines sociétés multinationales. C'est bien documenté, il n'y a pas besoin d'avoir un propos d'extrême gauche pour en convenir. Radicalité de la pensée, et d'un autre côté, au contraire, une radicalité dans l'action qui soit mesurée, pour éviter ce qui commence d'ailleurs à émerger, de perdre une partie des citoyens en route, et donc de mettre en pause des projets écologiques. Nous le savons en Europe, c'est le chemin qui est actuellement à l'œuvre, voire que si cette radicalité dans l'action n'est pas au rendez-vous, de qualifier les acteurs de la lutte climatique de terroristes verts, et les États qui souhaiteraient vraiment emprunter ce chemin de manière radicale, de dictature verte. Donc une pensée radicale dans une action mesurée, c'est là tout un défi qui nécessite aussi un renouvellement de l'imaginaire écologique pour éviter ces deux écueils
du terrorisme vert et de la dictature verte qui irait vers une action trop radicale, ou bien au contraire une transition qui minimise les problèmes et qui continue à être dans le déni, qui peut être parfois au soubassement d'une transition uniquement technologique qui met tout à l'œuvre uniquement avec le tout digital et le tout numérique. Je n'ai malheureusement pas le temps de détailler ce point. En conclusion, on le voit, ces trois imaginaires peuvent converger dans un sens commun qui consiste à, en réalité, se recentrer sur le vivant, humain et non humain, et ce, à toutes les échelles, y compris à l'échelle planétaire. Mais comment faire ? Là encore, le constructivisme peut aider, cette fois-ci, par la méthodologie qui est la sienne. Nous avons insisté sur le pluralisme. J'aimerais maintenant insister sur le systémisme ou l'approche systémique. Et encore une fois, par un exemple. Vous savez certainement, pour vous intéresser aux questions environnementales, vous êtes des grands experts ici, l'ensemble des institutions, elles sont très nombreuses, qui s'occupent de la question climatique au sens large, y compris les ressources, l'environnement. Il y a plus d'une vingtaine d'institutions publiques, du Haut Commissariat au Plan, en passant par le Conseil de la planification écologique, le Secrétariat général à la planification écologique, le Conseil national de la transition écologique, le Commissaire général au développement durable, etc. etc. Je ne vais pas citer là les 20. Alors une certaine forme de pluralisme des acteurs a été intégrée, ce qui montre encore une fois que le droit est largement co-construit de nos jours. Effectivement, ces institutions publiques sont en partie composées d'associations, de syndicats et même quelquefois de citoyens tirés au sort. Mais en revanche, aucun lien n'est fait entre ces institutions et les acteurs qui composent ces institutions ne sont jamais les mêmes entre les institutions. Alors, sauf à penser qu'au final, le président jupitérien fait la synthèse, il n'y a en tout cas pas d'institution qui a une approche systémique et qui relie l'ensemble. Or, c'est nécessaire, puisque nous l'avons vu, c'est à la fois un ensemble d'acteurs et à des échelles variées, des plus locales aux plus globales, que le droit peut être authentiquement construit, et ce, si on souhaite qu'il se mette au défi des conséquences de l'Anthropocène. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à ces quelques propos. Je serai très heureux de répondre éventuellement à vos questions, et je remercie encore chaleureusement Ève Truyer pour son invitation.